Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo, mes sagas en cours. J'en ai fait aucune depuis le début de ma chaîne. Et là, en fait, j'ai simplement décidé dans mon reading journal de cette année d'inclure une page sur les sagas en cours pour avoir un suivi sur l'année et essayer d'en finir le plus possible quand c'est faisable, quand tous les tomes sont sortis, mais essayer d'avancer progressivement dans mes sagas. J'en ai pas tant que ça. Actuellement, j'ai 11 sagas commencées, donc avant 2022, on va dire, parce que j'en ai commencé d'autres un petit peu depuis, mais sur le début de l'année 2022, j'avais 11 sagas en cours et mon objectif, ce serait bien sûr de diminuer cette pile de sagas-là et pourquoi pas en finir quelques-unes sur l'année. J'arrête de parler et je vais vous présenter tout de suite ces livres que j'ai commencé il y a quelques temps et dont j'aimerais beaucoup terminer la saga. Premièrement, j'ai envie de vous parler de la saga Le Sorceleur que vous devez certainement connaître grâce à l'adaptation Netflix. Je vous avoue que j'ai d'abord regardé la saison 1 sur Netflix avant de me lancer dans les romans, mais l'univers m'a vraiment percuté et j'ai adoré l'univers de la série, donc je me suis dit je vais tenter les livres, ça va être trop bien, et c'est le cas, c'est vraiment génial aussi en livre. Donc moi j'ai les doubles éditions en fait de chez France Loisirs, donc là j'ai le livre 1, le livre 2 et j'en suis arrivée actuellement au livre 3, c'est-à-dire que dans ma deuxième double édition il y a un marque-page en plein milieu depuis quelques temps. Je me demande si c'est pas un an et demi, quelque chose comme ça. Enfin, je sais que je l'avais lu un été et c'était pas l'année dernière, donc ça fait presque 2 ans qu'il y a un marque-page au beau milieu de cette histoire, donc j'aimerais beaucoup la sortir de mes sagas, enfin en tout cas l'avancer. Parce que du coup il y a quand même 7 livres plus une nouvelle je crois, enfin la dernière partie de la dernière double édition, c'est pas un livre à proprement parler, enfin bref. J'aimerais avancer parce que j'adore l'univers et que j'aimerais en savoir plus. Je sais que c'est une saga importante qui véhicule de superbes valeurs. C'est un roman de fantasy pur et dur, hein. Là on est sur de la fantasy médiévale et on va suivre dans cette histoire Ciri qui devient orpheline le jour où ses parents qui sont le roi et la reine de Sintra meurent, et elle va être recueillie par Gérald de Rive qui est un sorceleur, c'est-à-dire qu'il chasse les monstres, on le paye pour chasser les monstres. Et elle va être recueillie donc par Gérald qui va devenir un petit peu son père de substitution. On va suivre également Gérald dans ses conquêtes amoureuses et dans sa chasse aux monstres, et c'est juste incroyable. Donc comme je disais, ça véhicule de super valeurs je trouve autour du racisme, du sexisme. Enfin en tout cas des premiers tomes que j'ai lus, c'était super intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de continuer et je sais pas pourquoi j'y arrive pas à m'y remettre, mais c'est trop chouette le sorceleur, donc j'ai envie de continuer cette lecture. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la saga Une braise sous la cendre. Alors celle-ci, je ne l'ai commencée il n'y a pas si longtemps que ça, vu que c'était au mois de mai l'année dernière. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 au format poche. Et en fait, j'attendais tout simplement que Pocket Jeunesse nous sorte la suite en poche. Le tome 3 n'est encore à ce jour pas sorti. Il n'existe qu'en format broché et ça m'embête vraiment d'avoir des éditions dépareillées dans ma bibliothèque. Et en plus de ça, le tome 4 n'a jamais été traduit. Pocket Jeunesse, si vous m'entendez, pourquoi vous nous faites une chose pareille? Moi, j'avoue que ça m'a un peu freinée parce que quand je me suis lancée, j'avoue que je ne savais pas que le tome 4 n'avait pas de traduction. Donc j'ai lu les deux premiers l'un à la suite de l'autre et j'ai vraiment été chamboulée par cette histoire. Je l'adore. Donc en fait, dans cette histoire, c'est de la dystopie avec un soupçon de fantaisie orientale parce qu'à un certain moment on voit apparaître des djinns. Je sais pas s'il y en est pour la suite de l'histoire, mais en tout cas dans les deux premiers c'est léger. Donc dans cet univers, les soldats ont pris le dessus et ils considèrent les érudits, donc ceux qui savent lire, compter, écrire, comme des esclaves. Les gens qui sont surpris à savoir lire, écrire, etc. Se font embrigader et sont considérés comme des esclaves. Et en fait, au tout début de l'histoire, on va être plongé dans la famille de Laïa parce que son frère est soupçonné d'avoir dessiné ou écrit, je ne sais plus exactement, je crois qu'il a fait des dessins et on le cherche, on le traque pour l'emmener en prison. Et du coup, Laïa, elle va assister à une scène dramatique. Elle ne vit pas chez ses parents.
ses grands-parents au début de l'histoire. Et en fait, elle va assister tout simplement à leur mort et son frère et elle vont essayer de s'enfuir. Enfin voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais le début de l'histoire, c'est du point de vue de Laia. Et ensuite, elle va se faire kidnapper et elle va devenir esclave donc, dans le monde des soldats, des martiaux. Et on va suivre de l'autre côté, donc dans les martiaux, c'est Elias. Il va y avoir une rencontre entre les deux personnages qui va aboutir à plusieurs choses. Il y a une petite romance aussi dans l'histoire. Enfin bref, c'était vraiment génial. J'ai lu le 1 et le 2 et je dois vraiment continuer. Et comme je vous l'ai dit, ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai pas encore acheté la suite parce que je la trouve pas dans l'édition que je veux, malheureusement. Ensuite, j'ai aussi commencé il y a peu la saga Phobos qui me tentait depuis plusieurs années. Et du coup, je me suis lancée dans ce tome 1. Ici, c'est très simple au niveau du pitch. On va suivre 6 filles et 6 garçons qui sont sélectionnés pour être envoyés sur Mars dans le but de créer des couples et de fonder une famille sur Mars pour la coloniser tout simplement. L'être humain essaye de s'échapper de la Terre et de coloniser d'autres espaces comme la planète Mars. En plus de ça, ils vont être suivis nuit et jour parce qu'une télé-réalité sur leur voyage est diffusée sur les écrans pour les gens qui restent sur Terre et pour savoir comment ça se passe. Donc on suit les speed dating en fait entre les filles et les garçons qui cherchent à créer des couples féminins, masculins pour coloniser la planète Mars et tout ça se passe sur un fond de télé-réalité. C'était franchement trop chouette et puis la plume de Victor Dixon, c'est plus à dire mais elle est hyper fluide et hyper addictive donc on se laisse facilement embrigader dans l'histoire et j'aime beaucoup cette histoire de planète Mars, de l'espace, etc. C'était vraiment un très bon premier tome et j'ai envie de continuer cette saga du coup cette année. Ensuite, j'ai vraiment adoré cette année Red Rising que j'ai lu beaucoup trop vite selon moi parce que je l'ai lu en 2 jours dans le cadre d'un challenge mais c'était génial et j'ai très envie de découvrir la suite du coup de cette saga. Ici, on va suivre un peu un anti-héros parce que Darrow, il est vraiment... il est pas incroyable, il n'a pas de pouvoir, etc. En plus, il est tout en bas de l'échelle sociale dans cette société parce que cette société, elle est régie par les couleurs. Chaque grade a une couleur particulière. Et donc, Darrow, il est rouge, donc il est vraiment en bas de l'échelle sociale. Et les plus riches, ce sont les or, tout simplement. Après, chaque profession ou grade particulier a des couleurs bien précises. Par exemple, si on prend le vert, ce sont les programmeurs, les développeurs. Ensuite, le gris, c'est la police, les forces d'intervention, etc. C'est très bien fait au niveau construction de la société, je trouve. Enfin, je trouve ça génial. Et en fait, vous avez 3 catégories, donc les or, argent, blanc et cuivre. Ensuite, vous avez les couleurs bleu, jaune, vert, violet, orange et gris. Et dans la sous-catégorie où on retrouve Darrow, on a le brun, l'obsidien, le rose et le rouge. Voilà, c'est chouette, je trouve, d'avoir créé une société qui est basée sur une représentation des couleurs. Enfin bref, c'est très intéressant. Et du coup, Darrow, il va lui arriver quelque chose de vraiment pas terrible au début du roman, mais je vous dis rien parce que moi, c'était un peu un choc et j'ai vraiment accroché à ce moment-là. J'ai vraiment aimé ce développement du personnage et du récit. Et on bascule du coup dans une autre dimension. Darrow découvre qu'il y a d'autres couleurs, d'autres mondes, qu'on leur a un petit peu menti en fait. Parce que les rouges, ils sont cantonnés aux tâches manuelles, aux travaux durs. Et en fait, Darrow, il est jeune, mais il est déjà épuisé, il est déjà cassé, etc. par la vie, par son travail. Et oui, j'ai oublié de préciser, ça se passe sur Mars aussi, ça je crois. Donc Darrow, il creuse en fait le sol martien pour récupérer du gaz. Son travail, il est compliqué, il est difficile, il est abîmé par la vie. Et il va se rendre compte à la suite de l'événement tragique là, du début du roman que en fait on leur ment depuis le début et qu'il y a des gens qui vivent très bien, qui sont tout en haut de l'échelle sociale et qui ont juste à claquer du doigt pour avoir ce qu'ils veulent. Et Darrow va découvrir ça du coup au fur et à mesure du roman et va vouloir se venger ou en tout cas grimper l'échelle sociale parce qu'il se demande pourquoi lui n'a le droit à rien et d'autres si. Voilà. Grosso modo. Mais c'est difficile de résumer ce livre, je trouve, parce qu'il a plusieurs dimensions et il a plusieurs lieux aussi. Enfin bref, j'espère que je vous ai donné envie avec mon résumé un peu chaotique, mais c'était vraiment une super lecture et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite.
D'autant plus que je crois qu'il est découpé en 2 trilogies, parce qu'on a la première trilogie et une deuxième dont le tome 6 n'est pas encore sorti en français. Mais ça serait pour bientôt, je crois, avoir vu des choses passer. Donc ça me donne encore plus envie de découvrir au moins la première trilogie et puis pourquoi pas me lancer dans la suite si j'adhère. Ensuite, dans le genre saga cher à mon cœur, on a la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Elle aussi, elle est découpée en 2 trilogies, donc je suis venue à bout de la première, je l'ai terminée et j'ai pas commencé du coup le tome 4, donc j'aimerais lire au moins le tome 4 cette année. En fait, ici, ça se termine, hein. Sincèrement, à la fin du tome 3, on peut considérer que c'est terminé, mais j'ai tellement adoré cet univers que je veux vraiment lire les 3 autres tomes. Ici encore, on est sur un univers vraiment très très particulier, comme son nom l'indique. Ça me fait énormément penser à des choses que Tim Burton aurait pu inventer ou qui se passent dans sa tête. Enfin, c'est très très spécial parce que globalement, dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, on suit des enfants qui ont des pouvoirs magiques, des pouvoirs étranges et qui sont recueillis par des femmes. C'est uniquement des femmes dans des grandes maisons dans lesquelles ils vivent très bien, elles vivent très heureux. Un jour, Jacob, qui est le personnage principal du coup de l'histoire, va assister à la mort de son grand-père et il va voir que c'est pas forcément des êtres humains qui l'ont tué, il va voir des monstres, etc. Et à la suite de ça, il y a des portes qui vont s'ouvrir autour de chez lui, des portails temporels. Et il va se retrouver dans le monde de Miss Peregrine. Donc il va rencontrer une petite fille aux dons particuliers qui va l'amener jusqu'à Miss Peregrine et sa maison remplie d'enfants étranges. Et voilà, je vous laisse découvrir la suite, mais je pense que vous avez saisi un petit peu l'univers et ce qui se dégage de ce roman. Et le gros plus de ce roman, ce qui m'a fait adorer l'histoire encore plus que juste si elle avait été écrite, c'est le nombre de photos qui sont dans le livre. En fait, l'auteur a fait le choix d'insérer des photos réelles. Parfois, elles sont légèrement trafiquées, mais c'est des photos réelles qu'il a chinées ou qu'il a récupérées dans le temps. Et en fait, toutes ces photos ont une place dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a certains passages qui sont décrits et qui sont clairement évoqués. Et on a juste à côté la photo et on se dit... Mais c'est ça en fait, c'est le moment qui est décrit. Donc en fait, c'est un petit peu comme un roman graphique dans un sens, puisqu'on a des photos qui viennent illustrer le récit. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est des vraies photos, c'est de vraies personnes qui ont existé. Comme je disais, certaines sont un petit peu retouchées parce que les enfants ont des pouvoirs, donc c'est un univers fantastique. Il faut que ce soit... il faut que les photos aient été retouchées, hein, parce que des photos d'enfants qui volent ou d'enfants invisibles, ça n'existe pas. Parce qu'en plus, on se place dans les années, je ne sais plus combien, mais bref, vous voyez que c'est daté et que toutes les photos sont en noir et gris. Enfin, c'est juste incroyable. J'adore cette histoire. J'avais beaucoup aimé le film aussi, même s'il se détache un petit peu de l'histoire originale des livres. Et le film était de Tim Burton, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, mais oui. Donc franchement, si vous aimez son univers un petit peu gothique, un petit peu glauque et l'ambiance un petit peu dérangeante ou un peu fantastique comme ça, allez-y, foncez, vous allez adorer. Et moi, j'aimerais au moins lire un tome de plus cette année. Ensuite, là, on part sur complètement autre chose puisqu'il s'agit de romance. Donc cette année, j'ai relu Hopeless de Colleen Hoover. Et j'avais prévu de lire également la suite qui est, comment elle s'appelle, Losing Hope, qui est en fait l'histoire de Hopeless, mais du point de vue du protagoniste masculin. Donc voilà, pour moi c'était une relecture cette année, mais dans le but de lire la suite, et je ne l'ai pas fait, donc j'aimerais vraiment pouvoir lire la suite cette année. Donc en fait dans Hopeless, on suit l'histoire de Sky, qui est une jeune fille de 17 ans, qui a été adoptée petite. Elle n'a pas trop de souvenirs de son enfance, ni de ses parents, etc. Et ça la perturbe pas plus que ça. Si ce n'est qu'elle a du mal à ressentir des émotions ou des sentiments pour les autres. Et en fait, ses parents adoptifs la gardent à la maison, lui font l'école à la maison. Jusqu'au moment où on la rencontre dans cette histoire et où elle décide d'intégrer le lycée. Et à ce moment-là, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui a l'impression de l'avoir déjà vue. Enfin, il y a un petit ressenti sur ça. Il la laisse pas de marbre, en tout cas. Elle ressent strictement rien comme d'habitude. Et puis, petit à petit,
Holder, donc le garçon, va essayer de se rapprocher de Sky pour savoir pourquoi elle lui dit quelque chose, etc. Et l'histoire est lancée. Donc c'est un roman qui est assez bouleversant. Je l'avais lu la première fois il y a quelques années et ça m'avait vraiment pas laissé de marbre, hein. J'avais retenu ça comme une excellente lecture. Un tout petit peu moins avec le recul, hein, en l'ayant lu l'année dernière, mais aussi je pense parce que je connaissais le pitch de l'histoire et je savais à quoi m'attendre, alors que la première fois ça avait été une vraie claque. Ça aborde des sujets assez difficiles sur les violences, sur les enfants par exemple. J'ai pas trop envie de vous en dire pour pas vous gâcher l'histoire, mais il y a des sujets qui peuvent être sensibles pour certaines personnes, donc attention à ne pas forcément mettre entre toutes les mains. C'est dur à lire, mais c'était très beau comme histoire et ça m'avait beaucoup touchée. Donc j'aimerais bien compléter cette saga et avoir le point de vue de Holder sur la situation. Ensuite, je voulais faire un petit point sur les livres audio, les sagas audio que j'avais commencé. Donc, premièrement, il y a Outlander que j'ai commencé il y a quelques années. Je crois que le tome 1 de Outlander avait été mon tout premier livre audio sur Audible. Et j'avais continué tranquillement les autres tomes. Sauf que les tomes de Outlander en audio sont très très longs. Je crois qu'ils font 35 heures, quelque chose comme ça. Donc là, actuellement, je suis toujours en cours de lecture du 3e tome et j'ai un petit peu abandonné depuis quelques temps parce que j'écoute autre chose à côté en fait. Et j'arrive pas à me relancer dans Outlander alors que je suis amoureuse de cette saga. Oui, je l'adore. Je l'ai découvert avec la série Netflix encore une fois. Et ensuite, j'ai écouté le premier tome et c'était un univers que j'affectionne énormément. Je suis très attirée par l'Écosse, par les costumes, etc. parce que ça se passe en 1740 ou 80, je sais plus trop. Mais bref, on a une description des costumes et des mœurs de l'époque et j'adore ça. C'est encore plus visible dans la série forcément parce qu'on a costumes, perruques et tout ça et c'est vraiment des choses que j'apprécie de voir dans des adaptations. Donc c'est une histoire que j'aime énormément. On parle de romance, on parle d'histoire, on parle de simplement vie des personnes qui vivaient à cette époque-là, donc dans les années 1750 à 1780. Et c'est juste génial. Pour ceux qui ne connaissent pas Outlander, on suit Claire Fraser qui vit dans les années 1945, après la guerre, il me semble, puisqu'elle était infirmière de guerre. Et à l'époque, enfin au début du roman, la guerre est finie et elle retrouve son mari, ils décident de fêter leur retrouvaille, etc. Parce que forcément lui était embrigadé pour son pays, pour la guerre. Ils se retrouvent et finalement ils se rendent compte qu'ils sont mariés très vite, qu'ils ne se sont pas vus beaucoup et qu'ils ne se connaissent pas énormément. Donc ils se retrouvent en Écosse. Sauf qu'un jour, Claire, en se promenant dans les bois, va se retrouver propulsée à travers un mur de pierre et va se retrouver 200 ans en arrière. Donc en 1750, quelque chose comme ça. Et forcément, elle se demande ce qui s'est passé, ce qu'elle fait là. Elle voit des gens d'une autre époque avec des habits d'une autre époque, des paroles et des façons de parler qui ne ressemblent pas aux siennes. Donc, elle est très très chamboulée par ça, ce qui se comprend. Hein. Je pense que si on revenait nous aussi 200 ans en arrière, ce serait très compliqué. Même si je trouve ça extrêmement talentueux d'avoir placé son histoire en 1940 à la base, puisque à l'époque, on n'avait pas les connaissances et le recul qu'on a aujourd'hui sur le monde. D'autant plus quand on était quelqu'un de un petit peu lambda, etc., qu'on ne faisait pas partie des érudits, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, je pense que si on revenait dans le temps, eh bien, on sait un petit peu plus à quoi s'attendre et on serait un tout petit peu moins chamboulé, je pense, que Claire à l'époque. Bref, c'est une histoire qui est brillante, qui fonctionne, qui est très belle, poignante. Elle raconte plein de choses, plein de petits détails, mais c'est avec un grand plaisir qu'on le lit ou qu'on l'écoute pour ma part en tout cas, et j'aime énormément cette histoire. Claire et Jamie, pour moi, c'est un couple incroyable. Oui, puisque j'ai oublié de vous dire, mais Claire, en 1700, elle rencontre Jamie Fraser et la romance a lieu entre les deux. Voilà.
Et en fait, pour moi, c'est mon couple de fiction préféré, je pense. Je les adore, ils sont géniaux. J'ai rien de plus à ajouter, on passe à la suite. En audio, toujours, j'avais commencé début décembre à lire, enfin à écouter Les Ailes d'Émeraude sur Audible parce que on allait au salon de Montreuil et qu'on devait rencontrer Alexiane de Lys. Donc je voulais vraiment connaître un petit peu son écriture et sa plume avant de la rencontrer. C'était chose faite, j'avais fini le premier tome, enfin je m'en souviens plus trop. Je crois que j'étais en cours de lecture quand on l'a rencontré, mais bref. Je sais pas trop quoi penser de cette histoire, mais j'ai pas forcément super accroché au premier tome. Par contre, tout le monde me dit que la suite est mieux. Ici, on va suivre une jeune fille qui est à l'orphelinat. Et un jour, elle va s'échapper tout simplement. Elle va décider de vivre sa propre vie à ses 18 ans et elle va fuir cet endroit. Sauf qu'elle fait la rencontre d'un certain jeune homme qui la pousse à révéler sa véritable identité. Je vous cache pas que en fait la jeune fille s'avère être l'élu, s'avère être une créature fantastique avec des pouvoirs, etc. Donc vous voyez le genre de scénario qui se faisait énormément à l'époque parce que le récit date de 2014, je crois. Enfin voilà. C'est une histoire qui est bourrée de clichés, qui est pas si mauvaise que ça parce que la mythologie autour des personnages et des créatures qui sont introduites dans l'histoire, elle est vraiment géniale. Par contre, tout l'à côté, pour moi, était relativement moyen, voire mauvais. Des clichés sur les personnages masculins, des clichés sur la jeune fille qui est l'élue et pourtant se trouve tout le temps nulle, moche, imparfaite, etc. Oui, sur les personnages masculins, elles ont très peu de personnalité. Hein. La protagoniste, elle la voit juste comme des mecs bien foutus, ultra canons. C'est un peu réducteur quand même. Enfin voilà, il me manquait vraiment quelque chose dans cette histoire pour accrocher. Après, c'est peut-être à lire plus jeune que mon âge actuel. Mais est-ce que je lis la suite? Oui, j'ai envie de voir si le tome 2 a plus de potentiel que le premier, qui était une grosse introduction. Voilà, affaire à suivre. Ensuite, dans la famille de Saxus, j'ai commencé l'année dernière la saga The Bold Season de Samantha Shannon, qui a été un véritable coup de cœur pour moi, puisqu'ici il s'agit d'une dystopie où on se place dans un monde où les clairvoyants, les gens qui possèdent des pouvoirs en lien avec l'esprit, sont pourchassés, sont considérés comme des gens anormaux, etc. Et notre protagoniste principale, Paige, elle va se retrouver kidnappée et envoyée sur les terres d'Oxford. Ce que j'ai oublié de vous dire, mais le récit se passe sur Londres et on est dans le futur, on est en 2059 au moment du récit. Donc Paige, elle est déportée entre guillemets sur Oxford pour devenir esclave pour le peuple des Rephaim qui habitent là-bas. Voilà, c'était une super chouette histoire. Le côté clairvoyant est très très bien détaillé. On a beaucoup de références à ça. C'était génial. Il y a toute une hiérarchie au sein de la communauté des clairvoyants. Et qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai aimé le fait que c'était bourré d'action, qu'on ne s'attendait absolument pas aux révélations qui venaient au fur et à mesure. Enfin, c'était un roman qui nous tenait réellement en haleine et je l'ai tout simplement adoré. Donc vivement que je continue, d'autant plus qu'on a 3 tomes actuellement de traduits en français, donc j'ai encore de quoi faire avec. Ensuite, encore chez De Saxus, j'avais lu aussi cette année Les Saisons de la Tempête de El Cosimano et le tome 2 sort très bientôt normalement et il s'agit d'une duologie. Donc là, j'aimerais vraiment lire le 2e tome pour pouvoir finir cette saga et passer à autre chose ensuite. D'autant plus que cette saga, je reste très mitigée. Ça n'a pas été le coup de cœur auquel je m'attendais. C'était franchement pas exceptionnel, mais j'ai quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire. En général, quand c'est une duologie et qu'il n'y a qu'un tome après, on a quand même envie de compléter la saga. Donc c'est ce que je vais faire. Ici, on va suivre Jack, qui fait partie d'un monde où en fait les saisons sont incarnées par des personnes. Et les saisons, à chaque renouvellement de saison, justement, essayent de s'entretuer pour prendre les devants. Donc, pour vous donner un exemple, le printemps essaye de chasser l'hiver, de le tuer. Et une fois qu'elle a tué l'hiver, elle peut prendre sa place et elle peut faire sa saison. Donc, les personnages qui incarnent les saisons ont des pouvoirs en lien avec leur saison, justement.
Ce qui m'avait un petit peu perturbée dans l'histoire, c'est que je pensais que les personnes étaient des allégories un petit peu des saisons, qu'il n'y en avait qu'une seule. Sauf que non, on les retrouve dans une sorte d'université ou de... C'est pas vraiment une université, enfin si, ils ont des cours, donc on peut dire ça comme ça. Bref, il y a plusieurs personnes pour incarner des saisons parce qu'en fait, ça se passe par région. Les gens sont dispersés après par région et dans chacune des régions, le printemps doit tuer l'hiver et ainsi de suite. Voilà, ça m'avait un petit peu perturbé. Le concept, j'avais pas saisi au début que ça allait être ça, mais bref, c'était sympa mais sans plus. En fait, ici, l'intrigue, elle se passe autour de Jack l'hiver et Fleur le printemps parce qu'en fait, Fleur et Jack sont amoureux et Fleur ne veut pas du coup tuer Jack pour prendre la relève. Et c'est à partir de là que l'intrigue se met en place. Mais comme je vous ai dit, c'était pas fou. Enfin, selon moi, j'ai pas accroché plus que ça, mais j'aimerais bien lire le deuxième tome pour connaître la suite de cette histoire. Je l'ai gardé pour la fin, mais vous vous en doutez que j'attends avec impatience la sortie du tome 2 de Crescent City cette année. Donc je le mets dans mes sagas en cours, mais concrètement là aujourd'hui je suis à jour. Il n'y a pas d'autres tomes de paru pour le moment, mais je l'attends très fort. Crescent City a été mon coup de cœur de 2021, donc j'ai d'énormes attentes pour le tome 2 et je vous avoue que j'ai extrêmement peur d'être déçue. Simplement, j'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de scènes sexuelles dans ce tome 2. Parce que le tome 1, c'était bien. Un petit peu, mais c'était correct. Et on connaît tous Sarah Dimas et son penchant pour ça. Donc j'ai vraiment très peur que ça prenne le dessus sur le tome 2 et que ça me gâche ma lecture. Parce que moi, ça a tendance à me gâcher ma lecture. Et voilà, donc j'ai de grandes attentes et en même temps j'ai très peur. Mais ce tome 1 était extraordinaire. Donc pour tous ceux qui sont passés à côté de mes nombreuses vidéos à son sujet, dans Crescent City, on suit Bryce, qui est une fae, qui évolue dans l'univers du coup de Crescent City, qui s'appelle également Lunation. Et dans cette ville règnent plusieurs créatures. En fait, chacun vit en communauté plutôt bien. Jusqu'au jour où Bryce elle va assister au meurtre d'une personne qui lui est très très chère. Ça va la bouleverser profondément. Elle va se replier sur elle-même pendant à peu près 2 ans jusqu'à ce qu'un nouveau meurtre se produise dans des conditions similaires à celui auquel elle a assisté. Donc elle va se faire enrôler pour enquêter sur ce nouveau meurtre et pour trouver enfin le coupable, puisqu'il y a une personne qui avait été envoyée en prison, mais visiblement il ne s'agissait pas d'elle puisqu'elle y était encore. Bref, elle enquête et on la met donc en duo avec Hunt, qui est un ange, et tous les deux vont essayer de résoudre cette enquête. Donc je ne vous cache pas qu'il y a une romance derrière tout ça, forcément, mais elle prend vraiment tout son temps et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans cet univers. Ici, on est loin des coups de foudre, on est loin des histoires super simples, des romances un peu clichés. Là, ça prend vraiment son temps. Les personnages ont des personnalités très construites, très poussées, très profondes. Ils sont tout en nuances également et c'est ce qui fait qu'on s'attache à eux et qu'on les apprécie. Et que dire de plus, l'univers, la ville de Crescent City, c'était vraiment fou. L'intrigue policière aussi, on voit pas les choses arriver. Enfin, pour ma part, j'étais crédule jusqu'au bout, je n'ai rien vu venir. Donc, bref, Crescent City, gros coup de cœur. Et la suite, j'espère l'acquérir dès que la traduction sort, parce que j'ai pas trop envie de la lire en VO. Voilà, donc j'attends de s'axer sur le coup pour ça. Et c'est la dernière saga que j'ai à vous présenter qui est entamée pour moi et que j'aimerais continuer cette année. Donc ça fait 11 sagas sur lesquelles j'aimerais avancer sur l'année. Alors je sais pertinemment que je n'avancerai pas sur toutes, hein. J'ai pas un rythme de lecture phénoménal, hein. En général je suis entre 4 et 5 livres par mois. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément possible d'avancer sur toutes ces sagas si je veux lire autre chose aussi à côté. Mais j'ai pour objectif de finir au moins celles qui sont terminées à ce jour et puis d'avancer un petit peu celles qui m'ont le plus plu peut-être ou celles qui sont dans ma palle depuis le plus longtemps. Bref, je vous ai présenté toutes mes sagas en cours. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. Combien de sagas vous avez actuellement entamées ? J'aimerais bien savoir.
Et moi, je vous retrouve pour une toute prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!